OK, alors, on s'est laissé, tantôt, on s'est dit, j'allais vous présenter des vieilles études, un petit peu juste pour vous montrer que ça fait quand même longtemps que c'est ça. Ça, je veux vraiment la plus vieille étude. Je prends les deux, là. Il y a un petit qui est allé en 62. Donc, vous savez déjà ça. OK, Glassbird en 62. Alors, c'est une étude qui portait sur l'effet négatif des récompenses sur la créativité. OK? Donc, essentiellement, on montrait aux participants le problème de la chandelle. OK? On leur montrait ces accessoires-là. Donc, un plat rempli de punaises, là, pour thumbtack, comme on dit en anglais. Une chandelle et des allumettes. Le but de la tâche était de faire tenir la chandelle au mur allumée, OK? Sans qu'elle tombe. Alors, comment est-ce que tu vas faire pour faire tenir la chandelle au mur sans qu'elle tombe? Et là, on dit aux participants, il va y avoir deux groupes de participants. Un premier groupe, on dit aux deux groupes, on leur dit, c'est une expérience pilote pour créer un nombre de temps pour savoir combien de temps ça prend aux gens pour trouver la solution. OK? Mais on dit, les 25 personnes les plus rapides vont gagner 5 $. La plus rapide va gagner 20 $. 20 $ en 1962, c'est comme 6 000 $. OK? Donc, on leur dit ça. Et là, on va regarder évidemment le temps en minutes, en minutes et en secondes, que ça va leur prendre pour trouver la solution. Alors là, il y en a qui essayent de faire fondre la cire, la chandelle, d'essayer de la faire coller au mur. Ça ne fonctionne pas. Il y en a qui essayent de taquer la chandelle avec les punaises qui sont incluses dans la boîte. Ça ne fonctionne pas. C'est quoi la solution? Ça demande un peu de créativité, hein? Quand on dit qu'il faut penser en dehors de la boîte, c'est un exemple un peu de ça. Il faut réfléchir à l'idée que tu peux utiliser la boîte pour faire tenir la chandelle. Une fois que tu penses à ça, la solution est assez facile, mais au départ, tu ne penses peut-être pas utiliser la boîte comme un accessoire pour faire ça. Alors, combien de temps ça prend à nos groupes, dépendamment de si on leur a promis une récompense ou pas de récompense, selon les normes de temps? Eh bien, le groupe à qui on a promis une récompense, ça leur a pris 11,8 minutes trouver la solution en moyenne. Le groupe à qui on n'a pas promis de récompense, c'est 6 000 $. 7,41 minutes. Il y a quelque chose qui ne marche pas, hein? Il me semble que tous les jobs que tu as eus dans la vie, hein? On t'a dit ou tu as pensé même que si on te payait, tu allais être plus motivé. Que tu allais être plus efficace et donc ça devrait te prendre moins de temps de faire une tâche. Mais c'est pas ça qui se passe, là. Comment ça se fait? OK. Le même problème de la chandelle, mais pour les nuls. OK? Comme ça. On présente le matériel aux participants de cette façon-là. Ah, OK. Là, c'est un petit peu plus facile, hein? Réfléchir à ça. Combien de temps ça va prendre pour réussir la solution? 3,67 minutes à ceux qui ont promis de récompense, 4,99 minutes à ceux qu'on n'a pas promis de récompense. Ah, là, on retrouve, hein, qu'est-ce qu'on est habitué d'avoir, hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si tu as des tâches stupides à faire au monde, paye-les. Mais si tu as des tâches qui requièrent la créativité, puis de réfléchir, ben, donner des récompenses, puis promettre des bonus ou des choses comme ça, ça va nuire à leur efficacité. Okay? Ça va leur prendre finalement plus de temps pour réussir quelque chose. OK? Pourquoi? Parce que la récompense a créé une pression externe, hein, qui vient parfois engendrer plus de stress, hein, une anxiété de performance, qui en fait finalement diminue la créativité puis diminue l'efficacité de faire quelque chose. Je pourrais vous montrer des centaines d'études qui démontrent que les récompenses nuisent à la motivation intrinsèque. Je ne vais pas vous les montrer les 100. En fait, oui, je vais vous les montrer les 100, mais tout en même temps. OK?
c'est ce qu'on appelle une méta-analyse. On prend plein d'études qui existent déjà, puis on les met toutes ensemble pour regarder l'impact global ou moyen, si vous voulez, de l'ensemble de ces études-là. Alors, parce que quand on fait une étude, des fois, il y a des limites à cette étude-là. En celle-là, il y avait juste des étudiants, c'était pas des gens de la population générale, par exemple, donc est-ce que ça généralise? En celle-là, il y avait la condition de contrôle était peut-être un peu moins bonne, et ainsi de suite. Ah donc, tandis que quand on prend 100 études qui ont porté sur le même sujet, puis qu'on les met ensemble, puis qu'on regarde l'effet moyen obtenu, bien, ça nous donne une meilleure idée. Alors, c'est ce que cette méta-analyse-là a fait. Donc, ils ont pris toutes les études portant sur les récompenses et qui avaient également comme mesure une tâche de libre choix. Hein? On commençait à être habitué, dans le fond, le temps passé à poursuivre l'activité. Et là, vous allez voir, il y a D et K. K, c'est facile, c'est le nombre d'études qui est inclus dans la méta-analyse pour un aspect particulier. Puis D, c'est la taille de l'effet. La taille de l'effet, c'est un petit peu comme une corrélation. Hein? Ça va de plus à moins. Ça peut dépasser 1, mais en moyenne, ça va de plus 1 à moins 1. Okay? Et donc, ça veut tout simplement dire que cet intervalle comme une corrélation, plus le D est élevé, plus l'effet est positif. Okay? Donc, par exemple, quand on regarde les récompenses verbales, toutes les études qui ont porté sur une récompense verbale versus un groupe contrôle, où est-ce qu'il n'y avait aucune récompense verbale, il y a eu 101 études qui ont porté là-dessus. Or, on a une taille d'effet de 0,33. Essentiellement, ça veut dire que donner des récompenses verbales augmente la motivation intrinsèque comparativement à pas de récompense verbale. On se rappelle, une récompense verbale, c'est quoi? C'est « Ouais, bravo, tu as fait une super bonne job. » OK? Donner des récompenses tangibles, par contre, comme de l'argent, un certificat, hein, un accessoire, et ainsi de suite, ça diminue la motivation intrinsèque. Hein, sur 92 études, l'effet, c'est un effet moyen de moins 0,34. Donner une récompense attendue, ça diminue la motivation intrinsèque. Donner une récompense inattendue, 0. Ça n'a pas d'effet sur la motivation intrinsèque. Ça ne l'augmente pas, ça ne la diminue pas. Ça n'a juste pas d'effet. OK? Quand c'est inattendu. Si je te donne une récompense juste pour que tu te mettes à travailler sur quelque chose, je ne te demande même pas de le réussir, je ne te demande même pas de le compléter, ça diminue la motivation intrinsèque. Si je te demande de donner une récompense pour que tu termines quelque chose, termine ton questionnaire exercice, je vais te donner 2 %. Okay? Ça diminue la motivation intrinsèque. Okay? Si je te donne une récompense à la performance, ça diminue la motivation intrinsèque. OK? Quand c'est fait, pardon, juste clarifier ici, quand c'est fait de façon contrôlante, hein, comme on avait vu, hein, performe selon mes standards. Mais si je te donne une récompense verbale à la performance, comme tu as fait une super bonne job, bien là, ça l'augmente. Ah, donc, essentiellement, la seule récompense qui permet d'augmenter la motivation intrinsèque, c'est des récompenses verbales. La seule récompense qui n'a pas d'effet sur la motivation intrinsèque, c'est si elle est donnée de façon inattendue. Ah, ça veut dire qu'à un moment donné, tu es avec tes enfants, il y a une belle semaine, ça, tu fais, on s'en va au restaurant. Tu n'en as pas parlé toute la semaine. Si tu as une bonne semaine, tu fais bien tes devoirs, je t'amène au restaurant. Ça, c'est attendu. Mais tu lances ça de même. Si tu y vas toutes les semaines, ça devient attendu. OK? Mais inattendu, ça n'a pas d'effet. À la limite, tu es peut-être mieux de t'en donner. Tu sais. Tous les autres types de récompenses diminuent la motivation intrinsèque. Oui? En fait, la récompense verbale, est-ce qu'elle est attendue ou inattendue? Bien, habituellement, elle est inattendue parce qu'elle est basée sur la performance que tu vas donner dans la vraie vie. Là, c'est des études où est-ce que, même si tu as été poche, on va dire que tu as bien fait, mais dans la vraie vie, si tu as une récompense verbale, c'est habituellement pas nécessairement attendu. Là. Si c'est attendu, si tu fais quelque chose, des fois, vous allez avoir des enfants qui vont faire des dessins, ils vont aller porter à leur enfant, à leurs parents,
Idéalement, les enfants pas d'enfants. Ils vont aller l'apporter à leurs parents pour que le parent fasse oh, wow, il est donc bien beau ton dessin. Hein? Mais là, à un moment donné, vous allez voir, les enfants, ils vont gribouiller n'importe quoi. Mais, tiens, j'ai fait un bon dessin. Ah, wow, il est là. Non, là, ça devient attendu. Puis à ce moment-là, c'est pas tangible, mais tu es là. Puis ça va diminuer la motivation intrinsèque à faire des dessins. Puis effectivement, hein, on gribouille n'importe quoi, on porte plus attention, on se concentre plus dans les choses. Donc ça, il faut faire attention avec ça, effectivement. C'est bon pour ça? OK. Je vais vous faire une petite schématisation de quelles sont les conditions qui augmentent et qui diminuent la motivation intrinsèque et extrinsèque. Et pourquoi? OK? Si vous donnez une récompense et qu'il y a une instrumentalité continue de perçu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bon, tous nos bons systèmes d'élimination qu'on utilise dans le système scolaire, si tu fais telle chose, tu vas avoir des points. Essentiellement, ça vient augmenter la motivation extrinsèque et ça diminue la motivation intrinsèque. Si la récompense est contingente à l'activité, si tu fais ça, je te donne l'argent, ou si tu fais cette bonne chose-là, je vais te donner un certificat, ça va augmenter la motivation extrinsèque. Je fais l'activité, pourquoi? Pour avoir le certificat, ça va diminuer la motivation intrinsèque. Si la récompense me permet de me sentir compétent, là, ça peut augmenter la motivation intrinsèque. Okay? Donc là, la récompense devient un marqueur de compétence. Sauf que, si la récompense me permet de me sentir compétent, mais qu'il y a une instrumentalité continue perçue, genre j'ai un système d'émulation, je me sens compétent, sauf que ça vient, je me sens contrôlé, mais ça va annuler un petit peu l'effet. Hein? Qu'est-ce qui va ressortir? Ça va être le marqueur qui va être le plus important. Soit ça ou ça. En d'autres mots, dès que tu ajoutes ces éléments-là, tu vas diminuer la motivation intrinsèque comparativement à juste la présence de ça. Si j'ai une récompense qui me donne une possibilité d'apprendre, ben là, ça déjà, ça peut augmenter ma motivation intrinsèque. Fait que déjà, une récompense d'un livre, c'est probablement plus pertinent qu'un certificat, tu sais, ou un toutou, peut-être. OK. Mais, si elle est attendue, cette récompense-là, si on me la donne, puis c'est contingent d'une activité, ça va, en même temps, diminuer ma motivation intrinsèque. Mais comprenez-vous, il peut y avoir deux facteurs en même temps. Il y a un facteur qui peut l'augmenter, mais en même temps, il y a un autre facteur qui peut la diminuer. Alors, un peu comme une recette, vous mélangez des affaires ensemble, qu'est-ce que ça donne? Oui? C'est quoi la différence entre instrumentalité continue perçue et contingence à l'activité? Ça, c'est l'idée tout simplement que tu vas avoir, il y a quelque chose qui va t'être donné fréquemment. Okay? Tandis que là, c'est lié à l'activité, si tu fais cette activité-là précise. Okay? Donc, ça peut être lié, là, dans le sens que, par exemple, mettons qu'un enseignant disait « Je vais te donner un point chaque fois que tes devoirs sont bien faits. » Bon, là, c'est contingent à l'activité, mais c'est aussi il y a une continuité perçue dans le temps parce que c'est à chaque fois que ton devoir est fait. Donc, en ce cas-ci, ça serait les deux en même temps. Et finalement, il y a aussi la perception d'individu. Il y en a qui vont dire des fois, ouais, mais moi, mes parents, ils me donnaient des récompenses, mettons, ils me promettaient de m'acheter un vélo là, si j'avais des bonnes notes. Puis j'ai toujours aimé l'école. Oui, sur le plan individuel, ça se peut. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas perçu cette récompense-là comme étant contrôlante. Tu aimais quand même ça aller à l'école, puis tu te trouvais compétente, tu aimais ça apprendre. Hein? Fait que donc, ça t'a sauvé malgré tout. D'une autre façon, cette récompense-là, tu n'allais pas à l'école juste pour avoir la récompense. C'était comme un bonus, le fun. Mais tu allais à l'école aussi parce que tu te sentais compétent ou compétente, parce que ça te permettait d'apprendre, et ainsi de suite. Donc, ça n'a pas eu d'impact nécessairement sur toi. Mais quand on regarde globalement, quand on utilise ce genre de technique-là, on a vu les effets avec la méta-analyse, globalement, sur la moyenne des individus, ça va diminuer la motivation intrinsèque. Mais c'est sûr que sur un plan individuel, ça va dépendre comment la personne perçoit ça. Alors, des fois, si vous le faites sous forme de jeu, par exemple, la récompense,
ou le système d'émulation, peut-être que là, déjà, ça peut être perçu comme moins contrôlant. Okay? Dans le sens que c'est pas si sérieux que ça, les points, tout ça, c'est peut-être plus pour s'amuser qu'on se donne des points. Par exemple, à un moment donné, j'ai fait ça avec mes enfants, où j'aurais fait un certificat. Parce qu'ils claquaient tout le temps à la porte. Cette année qu'ils claquent la porte. Fait que là, on a fait le certificat parce qu'il y avait des éléphants. Puis de l'autre côté, j'avais mis des toutous qui aiment le mini mouse. Fait que là, non, c'était un chat. C'était un chat, ça. Fait que là, quand il claquait la porte, on entourait un éléphant, tu sais, puis quand il la fermait doucement, on entourait un chat. Puis s'il réussissait à avoir plus de chats, il gagnait le certificat. Okay? Essentiellement, c'est pour une tâche plate. C'est pas super le fun de fermer la porte. Okay? Fait que ça, c'est pas grave. Tu peux pas enlever la motivation intrinsèque pour une tâche qui est plate qui n'a pas. Tu peux pas enlever quelque chose qu'il n'y a pas. Okay? Mais quand tu le fais sous forme de jeu, comme ça, je n'étais pas sérieux, là. Là, tu vas avoir un éléphant, là. Tu vas fermer la porte, c'est pas ça. Si tu le fais sous forme de jeu, puis que les autres enfants peuvent embarquer aussi là-dedans, tout ça, ça peut devenir amusant, tu sais. Puis vous allez voir, les enfants vont intégrer cette idée-là de « Ah oui, il ne faut pas fermer la porte, il faut se mettre ça. » Puis ça devient amusant. Tu crées une motivation intrinsèque même pour une tâche qui était comme plate avant. Okay? Donc ça, c'est pas pareil. Mais si tu as une activité qui est déjà amusante, viens pas jouer là-dedans avec des récompenses ou des choses comme ça. Y avait-tu vu une main, ouais? Ouais, ben, je pense que c'est ça. Parce que moi, je comprenais pas, par exemple, par rapport au fait que s'il y a des personnes que ça les aide d'avoir un bonus tout le temps pour pouvoir continuer de rester motivés, mais c'est ça, c'est s'il n'y a pas de motivation intrinsèque. C'est de créer cette motivation intrinsèque. Okay. Ah oui. Ben oui, vous pouvez donner de l'argent à vos adolescents à la maison, là, si vous en avez, pour laver la vaisselle. C'est plate, là, laver la vaisselle. T'sais. Alors ça, il n'y a pas de problème avec ça. T'sais. On a vu, quand on donne une récompense dans l'étude de Grossberg de 62, quand on donne une récompense pour une tâche facile, on pourrait même dire monotone, ça va augmenter l'efficacité des gens. Ça, c'est vrai. Mais, sauf que fais pas ça pour une tâche qui est intrinsèquement motivante. Et puis à la base, l'école, c'est supposé être intrinsèquement motivant. Comme on l'a vu au départ, explorer, découvrir de nouvelles choses, ça fait partie de l'humain. C'est spontané, c'est naturel. L'école est supposée de nourrir cet élan-là naturel. Pas de venir restructurer comment est-ce qu'on pense que ça devrait être restructuré. Donc, l'autonomie perçue va augmenter. Si tu te sens plus autonome versus que contrôlé, mais ça peut augmenter ta motivation. OK, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, d'abord, que de donner des choix? J'ai comme vendu à la mèche. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de donner des récompenses? Bien, on peut donner des choix. OK? Ça, c'est un ordinateur. OK? Ça, c'était bien populaire dans les années 90 à peu près. Et puis, mon père, lui, quand il a vu ça, il était très bien. Parce que, dans le fond, lui, ce qui était important pour lui, d'éduquer ses enfants avec des nouvelles connaissances. Alors là, le problème, c'est qu'il forçait ses enfants à s'éduquer. Ça marchait comme pas, tu sais. Alors, moi, j'avais des frères et sœurs plus vieux. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il leur disait, bon, ben, tous les samedis matins, on fait de l'ordinateur. Puis mes frères et sœurs, à 9 h le samedi matin. Ah, c'était pas super le fun. Moi, j'étais plus jeune à ce moment-là. C'est dans les années 80, c'est pas des années 90, c'est vraiment des années 80. Moi, j'étais plus jeune à ce moment-là, et puis donc, je n'étais pas obligé de le faire. Mais je pouvais être là si ça me tentait. Parce que je trouvais que ça avait le fun d'un ordinateur comme ça. Non, mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'ordinateur. C'était plus... Alors, je peux vous montrer un petit peu de quoi ça avait l'air. C'était magnifique. Alors, vous voyez, il y avait des pièces comme ça, puis il y avait des fiches comme ça que tu mettais dessus. Il y a toutes sortes de sciences naturelles, géographie. Là, tu mettais les fiches là-dessus, et là, il y avait des questions auxquelles tu pouvais répondre. Et puis, là, si tu n'avais pas la bonne réponse, ça faisait un son. Si tu avais la bonne réponse, ça faisait un autre son. Je pense que j'ai ouais, tiens. Question numéro 1. Alors,
Ouais, fantastique. Réponse. Fait que là, tu vois, tu as une question. Bien. Tu avais la bonne réponse. C'était comme une récompense verbale. C'est la trompe. Pas vraiment, là, mais. Question numéro 2. Réponse. Tout le monde le savait, c'était quoi? Bien. C'était le thermomètre médical. Donc, vous voyez, c'est des questions un petit peu juste de connaissance générale. Et puis, j'ai trouvé aussi ça, c'était magnifique, c'était une publicité de l'époque. Code de la fiche. Sélectionnez une question. Réponse. Bien. Comptage de Ségur? C'est une fille moderne. Bien. Terminal de voir Clément? Clark Kent. Ordinateur? C'est amusant d'être intelligent. Trop clair, hein? Ça commence, on dirait comme un film de David Lynch, ça coupe, il y a des tigres dans du latin, que c'est ça. Et ça finit en James Bond. Tu sais, il part avec la fille. Fait qu'elle fait, c'est pas drôle que c'était ça, mon père, il a vu ça, il a trippé là-dessus, c'est pas drôle. Fait que là, on peut éduquer Tarzan. C'est ça l'idée, tu sais. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché avec mes frères et sœurs? En fait, ce qui arrivait, c'est qu'eux, ils détestaient ça. Et puis, quand il n'y avait pas les bonnes réponses, tout ça, là, ils n'intégraient pas, puis ils n'apprenaient pas. Moi, j'étais là, mais je n'étais pas obligé. Alors, j'apprenais, puis secrètement, j'aimais ça. Il ne fallait pas que je le dise, sinon mon frère, il allait me casser à la gueule. Mais secrètement, j'aimais ça, puis j'apprenais ces affaires-là, mais je ne comprenais pas pourquoi moi, je réussissais à apprendre. Puis mes frères et sœurs qui n'aimaient pas ça, mais ils apprenaient pas. Alors, voici pourquoi. OK? C'est une étude de Murayama en 2013. OK? Donc, il a fait un petit peu la même idée, mais en beaucoup plus simple. OK? Il a mis des gens dans un scanner, dans un fMRI. Et puis, donc ça permet d'aller voir l'activité cérébrale. Quelle zone du cerveau est activée quand tu fais une tâche. Et la tâche qu'il a fait faire aux participants, c'est super simple. Parce que tu ne peux pas faire des affaires trop complexes dans un scanner comme ça, parce que sinon, ça va activer plein d'affaires. OK? Donc, dans le fond, il y avait des essais comme ça, où est-ce que ça disait avant, tu peux choisir. Tu peux choisir quoi? Bien là, il y avait 2 chronomètres comme ça, différents, qui apparaissaient. Puis là, le participant pouvait choisir lequel des 2 il voulait choisir. Choisir pourquoi? Bien, en fait, la tâche, c'était de partir le chronomètre, OK? Et d'arrêter à 5 secondes, plus ou moins 50 millisecondes. OK? Donc, si tu pars le chronomètre, là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, tu l'arrêtes. OK? Si tu fais comme 5 secondes, 60 millisecondes, ben là, ça ne marche pas, tu as dépassé, tu n'as pas réussi l'essai. Si tu fais 4 secondes, 75 millisecondes, tu es à l'intérieur de 5 secondes, plus ou moins 50 millisecondes, tu as réussi l'essai. OK? Donc, il y a des essais où est-ce que tu peux choisir le chronomètre pour faire ça. Puis il y a d'autres essais, ça dit que tu ne peux pas choisir. Tu vas prendre ce chronomètre-là. OK? Donc, pas vraiment un choix particulièrement important, là. J'ai des adultes, là. OK? Et voici les différentes formes de chronomètre qu'il y avait. Moi, c'est clair, j'aurais tout le temps choisi le lapin. Mais bon. Et donc, vous voyez, les participants faisaient ça. Vous voyez, 4 secondes, 96, ça c'est un essai réussi. Et là, il y avait comme ça plusieurs essais. Donc, les participants, des fois, il y avait des essais où il y avait un choix, puis d'autres fois, pas de choix. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau lorsque tu as un choix, quand tu n'as pas de choix? Mais premièrement, si on regarde, avant de regarder le cerveau, si on regarde juste la performance, à quel point tu as réussi quand des essais, tu avais le choix ou tu n'avais pas le choix, on voit que quand tu avais le choix, c'est un choix autodéterminé, donc c'est toi qui choisissais. Hein, tu as eu une meilleure performance que quand ce n'était pas toi qui choisissais le chronomètre. Okay? Donc, tu réussissais mieux à l'arrêter à 5 secondes, plus ou moins 50 millisecondes, quand tu avais juste préalablement choisi un des 2 chronomètres qui t'étaient proposés. Okay? Quand tu ne pouvais pas choisir, tu étais moins bon. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau du cerveau, on va voir que l'activité du cortex préfrontal ventromédian, okay, dans les essais ratés,
Donc, quand tu rates l'essai, va être positivement corrélé à la performance totale. Ici, vous avez tout simplement la performance, OK? Et ça, c'est l'activité, dans le fond, du cortex préfrontal ventromédian. Qu'est-ce que ça veut dire dans les essais ratés? Ça veut dire que quand tu rates ton essai, l'activation dans ton cortex préfrontal ventromédian, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es en train de réfléchir à une stratégie meilleure pour ne pas rater l'essai la prochaine fois. En d'autres mots, tu es en train d'intégrer l'information par rapport à une tâche que tu as ratée. Le cortex préfrontal ventromédian va s'activer notamment, il fait beaucoup de job, mais il va s'activer notamment en contexte d'apprentissage. Puis pour changer ta réponse. Ah, ce que tu as fait, ça n'a pas marché. Peut-être qu'on pourrait essayer cette autre stratégie-là la prochaine fois. Et en bout de piste, ben, si tu fais ça, si tu réfléchis comme ça, ben, tu vas avoir une meilleure performance à la fin de la journée. D'où la corrélation entre l'activité cérébrale dans cette région-là et la performance. OK? Maintenant, ce qu'ils ont observé également, c'est une réduction marquée de cette activation-là dans le cortex préfrontal ventromédian dans les essais ratés lors de la condition de choix forcé. Ça, c'est quand tu réussis l'essai. C'est quoi l'activation cérébrale dans cette région du cerveau-là? Essentiellement, il n'y a pas de différence entre les choix forcés et les choix que tu as pu choisir, la condition où tu as pu choisir toi-même. Okay? Il n'y a pas de différence significative dans l'activation cérébrale. Pourquoi? Ben, tu as réussi, tu n'as rien à changer. Tu n'as rien à apprendre, tu as réussi. Hein? Quand tu n'as pas réussi, si tu as pu choisir avant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter ton activité. Pourquoi? Parce que si tu as pu choisir avant, tu vas te dire, OK, tu vas essayer de t'améliorer. Si tu n'as pas pu choisir avant, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas juste te sentir poche, puis tu vas faire, ah, je ne suis pas capable. Et tu ne penseras pas à des stratégies pour t'améliorer, puis tu vas moins intégrer l'information. OK? Voyez-vous juste un petit choix des adultes, là, qui choisissent un chronomètre avec des lapins dessus. OK? Ça a cet effet-là sur le plan du cortex cérébral. Hein, ça a cet effet-là, et plus cette zone-là va s'activer, plus tu vas apprendre et être performant. Oui? Ça peut avoir un lien avec la responsabilisation? Parce que le fait que tu choisis, tu te sens responsable des choix que tu as faits, tandis que dans la version que tu n'as pas choisi, ben, tu peux facilement abandonner et dire, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est pour ça. Ben, tu peux plus facilement abandonner là-dessus. Oui, bien, il y a un petit peu cet effet-là, mais c'est quand même juste des images de chronomètre. D'accord. Non, mais ça implique, mais tu as raison, mais en même temps, il faudrait aussi ajouter que le simple fait de choisir te met dans une disposition pour apprendre. Okay? Ouvre cette possibilité-là, tout simplement. Parce que quand on ne choisit pas, il y a quelque chose qui nous est imposé, et puis à ce moment-là, on va avoir plus tendance à interpréter la réalité comme étant pressurisante, et donc on pourrait penser ici plus d'anxiété de performance dans ce choix-là. Tandis qu'ici, hein, je m'auto-détermine d'une certaine façon. Alors oui, d'une certaine façon, on pourrait dire, ben, je me sens plus en contrôle de ce qui se passe dans l'environnement. Puis donc, je cherche à développer des stratégies pour m'améliorer. OK, donc si on veut résumer ça, parce que je sais, des fois, ça peut être un petit peu compliqué, là, les activations cérébrales, ça, on n'est pas toujours habitué de voir ça. Bien, essentiellement, si je suis en condition d'échec, OK? Là, je vais le généraliser à d'autres choses que juste cette étude-là. Si c'est mon choix personnel, hein, si j'ai une possibilité de choisir, ou en d'autres mots, de me sentir autonome, bien, je vais chercher à m'améliorer. Si, dans condition d'échec, je me sens obligé de quelque chose, ou pressurisé à performer, bien, je vais me sentir poche. OK? Je vais sentir justement cette anxiété-là de performance. Et quand je sens cette anxiété-là de performance, je ne suis plus en train de chercher des stratégies pour m'améliorer et intégrer l'information. Je suis juste en train d'essayer d'éviter de vivre cette anxiété-là, cette pression-là.
Donc, si on revient à mon exemple d'ordinateur tantôt, le fait que mes frères et sœurs étaient obligés de faire cette activité-là le samedi matin à 9 h, bien, ça a fait en sorte qu'ils se retrouvaient dans cette condition-là. Hein, où est-ce que quand il y avait une mauvaise réponse, ça faisait mauvaise réponse. Bien, ça a mené au sentiment qu'ils se sont sentis poches, puis ça a mené une anxiété de performance par rapport à mon père. Moi qui n'étais pas obligé d'être là, quand ça faisait mauvaise réponse, j'essayais de trouver des stratégies pour connaître cette réponse-là la prochaine. Okay. Et c'est pour ça que j'ai intégré plus d'informations finalement qu'eux au final. Alors, on propose souvent aux enfants des activités comme ça en les obligeant. Bien, il faut faire attention. S'ils réussissent, ça va bien. S'ils réussissent, ça va bien. C'est face à l'échec qu'il va y avoir une difficulté. Alors souvent, des fois, on voit des enfants qui, même si on a des systèmes scolaires contrôlants, qui réussissent bien malgré tout. Oui, parce que finalement, ils réussissent à bien, ils réussissent bien un petit peu. Hein, des fois, ils arrivent un peu plus équipés, avec plus de ressources pour l'école. Fait qu'ils réussissent bien et qu'ils peuvent rester quand même un petit peu. Hein, vous avez vu le graphique quand je retourne en arrière. Hein, dans l'échec, là, il y a quand même une activation du système préfrontal ventromédian. Donc, les gens cherchent quand même un petit peu ça reste ouvert à la possibilité d'apprendre. Hein, mais quand tu es en situation d'échec, ben, essentiellement, puis tu te sens obligé, ben, c'est là que ça va diminuer la performance. Donc, des enfants plus en difficulté, c'est surtout eux, hein, qui, si on les met dans un contexte où ils se sentent obligés d'aller à l'école, obligés de faire certains travaux, obligés de faire ça, que leur performance va décliner le plus. OK, tout ça, c'est quoi? Ça touche à ce qu'on appelle la théorie de l'évaluation cognitive. Hein? Dans le fond, ça résume tout ce qu'on vient de voir. Et ça vient de mettre ça en lien également avec ce qu'on a vu dans les 2 derniers cours. Hein? Je vous mets ça en lien avec les besoins psychologiques. Dans le fond, qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit, quand tu es dans une situation où est-ce que tu as des choix, hein, on a parlé du support à l'autonomie, hein, qui a donné des choix, entre autres, hein, qui a une structure aussi. Hein, bien ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter ta capacité de satisfaire tes besoins d'autonomie, de compétences et d'affiliation. Alors, rappelez-vous le garçon dans la vidéo que je vous ai montré à la commission scolaire de la ville de Montréal, hein, qui nous parlait d'appartenance notamment. Hein. Donc, il y avait quelque chose, il y a eu une structure qui lui a permis de se sentir plus compétent, plus autonome, puis en lien avec quelqu'un, peut-être une relation qu'il n'avait jamais eue dans sa vie, quelqu'un qui croyait en lui. Qu'est-ce que ça a fait, ça? Ça a augmenté sa motivation intrinsèque pour l'école. Ça lui a même donné des buts futurs, des idées de carrière plus tard. Si on donne des punitions, des récompenses, qu'est-ce que ça fait? On a vu l'effet des récompenses. Ça diminue la motivation intrinsèque. Pourquoi? Parce que c'est perçu comme contrôlant. S'il n'y a pas de marqueur de compétence, ben, ça va diminuer la motivation intrinsèque. Puis souvent aussi, l'appartenance avec quelqu'un qui peut te donner une récompense ou pas, hein, va être en jeu. Hein? Souvent, tu n'aimeras pas trop ça, tu n'aimeras pas trop la personne qui décide ou pas de te donner la récompense. Hein, quand elle décide de ne pas te la donner, c'est rare que c'est ta grande amie, cette personne-là. Alors, évidemment, si on diminue les besoins psychologiques, ça va augmenter les motivations extrinsèques. Pourquoi? Parce que tu recherches d'une façon à satisfaire ces besoins-là. Tu dis, OK, d'abord, là, on va essayer d'avoir la récompense, là, en pensant que tu vas satisfaire ça, mais en même temps, hein, là, c'est là que tu viens être contrôlé complètement par l'extérieur. Okay? Puis tu perds cette motivation intrinsèque-là. Donc, même si tu embarques dans le système-là, c'est relativement adaptatif d'embarquer dans ce système-là, parce que tu dis, OK, là, d'abord, là, je vais essayer d'avoir cette récompense-là là, pour arrêter, hein, pour que mon enseignante m'aime, que je me sente compétent. Hein, je vais essayer d'avoir la récompense. Mais en faisant ça, ça vient dériver les personnes de leur voie de motivation intrinsèque. J'ai vu une main. Beau. Les punitions aussi, on en a un petit peu moins parlé. C'est quoi l'effet des punitions?
Ben, je vous présente ici une méta-analyse de Gershaff sur les fessées, qui est une punition relativement commune, qu'on voit moins aujourd'hui, mais qui existe encore. Donc, c'est une étude qui a porté, c'est une étude, en fait, une méta-analyse qui a porté sur toutes les études qui avaient été faites sur les châtiments corporels qu'on fait aux enfants. Donc, pas de la maltraitance, ok? Donc, pas frapper un enfant avec un objet comme une ceinture ou lancer sur le mur, là. Pas de la maltraitance, juste des châtiments corporels, l'utilisation de châtiments corporels comme des fessées, tout ça. C'est quoi l'effet à court terme, par exemple, de la fessée? Bien, ça a une conséquence dans les conséquences désirées par le parent. Il y a une obéissance immédiate. Hein? Ça fonctionne. Ça fonctionne, il n'y a aucun doute. Tu peux même menacer de donner une fessée, puis ça va fonctionner. Hein? Tu n'es pas obligé de la donner. Sauf qu'à long terme, c'est quoi les conséquences? Bien, plus d'agressivité chez ces enfants-là, qui reçoivent des châtiments corporels, plus de comportements antisociaux, moins d'élan psychologique, donc des problèmes de santé mentale souvent, une intériorisation d'une morale déficiente, il y a quand même, hein? Des fois, tu te fais dire, hey, frappe pas les autres amis, mais le parent te frappe. La logique est pas. Alors, comment veux-tu intégrer une morale qui fait du sens dans le monde dans lequel tu vis? Hein? On se frappe en plus pour ton bien. Moi aussi, je frappe mon ami pour son bien. Évidemment, diminution de la qualité de la relation avec le parent. C'est rare que ça se fait en bons amis, ce genre de choses-là. Et souvent, les adultes qui ont eu des châtiments corporels comme ça quand ils étaient enfants, ils vont également le reproduire avec leur propre enfant. On voit souvent ça. Okay. Donc, c'est les conséquences souvent qu'on retrouve en général chez les enfants. Là, des fois, il y en a tout le temps qui me disent « Ah, mais moi j'ai eu la fessée, puis regarde, je suis devenu une bonne personne. Okay? Je vais même à l'université. » Alors, évidemment, ça c'est en moyenne. Okay? Mais des fois aussi, la fessée a eu des impacts psychologiques, mais tu ne le sais pas. C'est assez difficile de lier comment tu es aujourd'hui à ce que tu as vécu quand tu étais jeune. Et puis, c'est un petit peu plus facile de vouloir conserver des fois une image positive de nos parents. Parce que si on commence à entrer dans notre tête, à critiquer nos parents, des fois, ça commence à être compliqué. Puis, des fois, il y en a qui ne s'entendent pas d'embarquer là-dedans. Alors, des fois, il y en a qui préfèrent conserver une belle image positive et dire « Mais la fessée, ça a eu un bon impact pour moi, ça m'a forgé, et tout ça. » Tout ce que je peux vous dire quand on regarde la littérature scientifique sur des dizaines et des dizaines d'études, c'est ça qu'on trouve. Okay? Donc, un peu comme tantôt, on ne peut pas appliquer ça à l'individu, mais en général, c'est ça qu'on trouve. Donc, c'est pas quelque chose qu'on recommande. Oui? Quand vous dites FSC, c'est la menace même de la FSC? Non, c'est vraiment la vraie FSC, là. La vraie FSC qui s'exécute ça. Juste ceux qui menaçaient de le faire, qui ne faisaient pas avec les mêmes conséquences. Non. C'est pas une étude qui a porté là-dessus. C'est vraiment une étude qui a porté sur les parents qui rapportent utiliser des châtiments corporels de l'ordre de la fessée. Voici les conséquences. Okay? Mais maintenant, les menaces aussi de ça, c'est assez contrôlable, merci. Donc, on pourrait aussi s'attendre à des conséquences négatives de ça. Mais ce que je disais tantôt, c'est juste que c'est efficace la fessée pour l'obéissance des enfants. Puis que des fois, juste la menace, ça va mener à une obéissance aussi. C'est juste ça que je disais par rapport à la menace. Donc, de façon générale, pourquoi les punitions, c'est problématique? Bien, parce que souvent, on n'apprend pas à faire nécessairement le bon comportement. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend juste à faire le comportement pour ne pas avoir la punition. En voiture, tu vas t'attacher quand tu vas à la police. Pourquoi? C'est quoi le bon comportement? En principe, on te donne une contravention. Pourquoi? Ou les policiers... Là, maintenant, je vais peut-être utiliser un exemple plus moderne que la ceinture. Le cellulaire au volant. Essentiellement, pourquoi la police qui te surveille pour pas que tu fasses ton téléphone au volant? C'est parce que c'est dangereux et ça peut causer des accidents. Fait que le bon comportement, c'est ça, c'est OK, ouais, je ne l'utiliserai pas parce que je pourrais créer des accidents, peut-être tuer quelqu'un ou tuer moi, ou les passagers que je transporte. Mais qu'est-ce que ça fait quand on donne des punitions, des contraventions dans la police? Ça fait « Oh, attention, un policier cache ton cellulaire. » C'est ça que ça fait. Okay? Ça a un impact aussi problématique quand c'est non relié au comportement. Et la plupart du temps, les punitions
punitions qu'on va donner aux enfants, même aux adultes quand on pense à des contraventions. On t'enlève de l'argent parce que tu as utilisé ton cellulaire au volant. C'est non relié au comportement. Okay? Et souvent, ça va déroger de la vraie conséquence naturelle du comportement. Si avec des enfants, tu punis un enfant, tu y enlèves une récréation parce qu'il a frappé un ami, ça n'a pas rapport. Plus de récréation pour frapper quelqu'un, ça n'a pas de lien. La conséquence naturelle, si tu as frappé un ami, ce serait de l'aider à guérir ou de soigner sa blessure si tu as fait mal. Ou prendre soin de lui. Après, comprendre que lui, peut-être dans la relation avec toi, il ne t'aime plus trop là, maintenant. Essayer de réparer cette relation-là. Ça, c'est la conséquence naturelle, dans le fond. Donc, quand on donne des punitions, s'il n'y a pas de conséquences naturelles liées au comportement qui est exécuté, bien, il n'y a pas d'intériorisation du bon comportement, dans le fond. Alors, essentiellement, ça sert à quoi, les donner des punitions? Qu'est-ce que ça va être l'effet? Ça va juste être ça, l'effet. Un enfant va juste essayer de mieux se cacher la prochaine fois, pour pas que tu le vois. Oui? Ben, justement, un exemple, un enfant qui agit, peu importe, qui frappe un ami, quelque chose comme ça, tu lui demandes comme punition de simplement s'excuser. Mais là, son orgueil est comme un petit peu trop élevé, puis là, il veut vraiment pas s'excuser. Ben, tout c'est un recours, puis il dit, va dans ta chambre, c'est quoi la bonne chose à faire? Lui, c'est d'essayer de faire en sorte que l'enfant s'excuse, mais il ne veut rien savoir parce que c'est capable de... Ouais, écoute, c'est sûr que s'excuser, c'est sûr que souvent on fait ça dans notre société, s'excuser, mais pour un enfant, souvent ça n'a pas de sens, surtout les jeunes enfants, ça veut dire pas s'excuser, tu sais. Finalement, c'est comme obliger un enfant à dire quelque chose qui ne fait pas trop de sens pour lui, tu sais. La question, on pourrait dire, fais 3 jumping jacks, tu sais, c'est comme, pour lui, ça n'a pas plus de lien, tu sais. Tandis que des fois, comme, si l'ami s'est fait mal, amener de la glace pour l'ami ou quelque chose, ça a plus de possibilités aussi de se sentir compétent, tu sais, à travers ça. Et des fois, s'excuser, ça ne fait pas vraiment de sens, tu sais. Ça peut, mais pas nécessairement, tu sais. Fait que souvent, ça va plus être vécu comme une obligation, tout ça, puis effectivement, l'enfant va faire pourquoi je fais ça, là, tu sais. En gros, pose lui-même une action, voit que ça va être une répercussion comme justement de la glace, ouais. C'est ça, c'est plus logique des fois pour des jeunes enfants, ça. Mais c'est pas facile, j'ai travaillé dans une école, c'est un canal qui contamine d'autres enfants, qui se fait des gens, qui c'est pas facile. Ben, le mauvais comportement d'un enfant qui peut faire rire les autres, puis ça va faire des dommages. La question c'était quand il y a un enfant qui par exemple, fait quoi de l'intimidation ou. Qui peut dire des méchancetés envers un autre, qui va juste faire du bruit pour déranger, pour. Ouais. Ben, donc, quand il y a un enfant vraiment qui est désorganisé, dans le fond, ben, on peut à ce moment-là retirer l'enfant de l'endroit où est-ce qu'il est. Mais ça, c'est une conséquence naturelle. L'enfant est désorganisé dans un endroit où est-ce qu'il ne peut pas être désorganisé, il nuit aux autres. Donc, on va devoir le retirer jusqu'à temps qu'il soit capable de respecter les consignes du lieu. C'est une conséquence naturelle, c'est ça. Mais dans un certain cas, quand on faisait des interventions, il fallait toujours appeler les parents. Puis le parent, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand le parent appuie l'enfant en disant « Ah, mais c'est pas sa faute, parce que lui, il va se sortir. » C'est comme se battre seul contre. Ouais, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand le parent appuie l'enfant et dit que c'est pas de sa faute? Quand il fait des choses comme ça. Ça, à ce moment-là, ça devient une problématique à régler avec les parents. Hein? C'est plus avec l'enfant rendu là. Mais on comprend pourquoi l'enfant est comme ça. OK, en somme, si on voulait résumer, on pourrait dire que les récompenses tangibles, contingentes à l'activité, perçues comme stables dans le temps, on avait dit, hein? Une continuité perçue. Hein? Ça va diminuer la motivation intrinsèque et la créativité. Certaines récompenses peuvent être un marqueur de compétence, mais elles vont demeurer contrôlantes.
Et les récompenses verbales peuvent augmenter la motivation intrinsèque si elles sont données de façon non contrôlante. On a vu, hein, si tu performes selon mes standards, puis je te dis, ah, tu as réussi à performer selon mes standards, pas le même effet, hein, ça diminue la motivation intrinsèque. Mais si c'est des récompenses verbales, authentiques, non contrôlantes, ça va augmenter la motivation intrinsèque. Si, à un moment donné, ça ne vient pas à être attendu, hein, que de recevoir des éloges, ça devient une récompense attendue, constante chez l'enfant notamment, même chez l'adulte, à ce moment-là, ça deviendrait, la personne serait motivée extrinsèquement, elle ferait l'activité pour obtenir des éloges en retour. Ah, ça ne serait pas tout à fait. Avant de partir, j'aimerais vous montrer des styles de questions d'examen. OK? Pour que vous habituez à le genre de questions qu'il va y avoir. Je vais vous en présenter quelques-unes comme ça en lien avec la matière qu'on a vue dans le cours. OK? Et celui ou celle qui va avoir la bonne réponse va gagner cette Kit Kat. OK? Et ça, c'est un choix santé parce qu'il n'y a presque pas de gras trans là-dedans. Alors, vous êtes prêts? Donc, je vous donne les choix de réponse. Et après, on va faire 1, 2, 3, go. Celui ou celle qui lève la main le plus rapidement, tu regardes. Si tu n'as pas la bonne réponse, c'est éliminé. Si tu as la bonne réponse, tu gagnes. OK? Donc, la question est la suivante. Oh, attends, je n'ai pas donné ma question. Mais la question, c'est quel va être l'effet de cette récompense-là que je vais donner? OK? Donc, la récompense est tangible et sera perçue comme contrôlante, ce qui diminuera la motivation intrinsèque. Si la récompense est remise avec un bravo, elle aura un impact moins négatif sur la motivation intrinsèque. Donc, je parle de la personne qui va avoir la récompense. La réponse est ici un marqueur de compétence, ce qui pourrait augmenter la motivation intrinsèque de la personne qui la reçoit. D. La récompense devrait surtout diminuer la motivation intrinsèque de tous ceux et celles qui ne l'ont pas obtenue. E. Toutes les réponses si haut sont vraies. Ou F. La personne qui obtiendra la récompense sera allergique aux arachides et mais faites pour elle, maudite nerd. Alors, vous êtes prêts? Pour une Kit Kat, vous êtes prêts? OK, je dis 1, 2, 3, go. Celui qui lève la main plus rapidement. Si vous levez la main avant, vous êtes éliminé. Avant le go, vous êtes éliminé, OK? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, banane! Go! Oh! D. La récompense va surtout diminuer la motivation intrinsèque de tous ceux et celles qui ne l'ont pas obtenue. Ce n'était pas la meilleure réponse. Il faut toujours choisir la meilleure réponse. On commence. 1, 2, 3, go! Oui. Oh. La récompense est tangible et sera perçue comme contrôlante et diminuera la motivation intrinsèque. Ce n'était pas la meilleure réponse. Eh bien, ça la met, sinon vous êtes éliminé. 1, 2, 3, go! Toutes les réponses si haut sont vraies. Toutes les réponses si haut sont vraies. Ah, disposons à des ballons des confettis. Oh, t'as gagné. Pourquoi? Bravo. Pourquoi? Parce que... Hein? Ah, c'est vrai. Non, mais les autres qui m'ont dit les autres lettres, c'est vrai. Mais il y avait plus qu'une chose de vrai. Ah, la récompense est tangible. Donc, ça devrait diminuer. On va t'étudier. On va voir si ça va diminuer ta motivation intrinsèque. Si c'est remis avec un bravo, ça a un impact. Parce que pourquoi? Il y a une rétroaction, une information à la performance positive. C, la récompense, c'est un marqueur de compétence, effectivement. Tu as été la seule dans toute la classe à avoir réussi. Mais toutes les autres se sentent vraiment poches et incompétentes. Ça devrait beaucoup diminuer votre motivation intrinsèque. Donc, voyez-vous, c'était E. Puis on souhaite que ça ne soit pas F. OK, c'est bon? À la semaine prochaine.